10 jours à vivre. C'est ce que le docteur Mercier m'a annoncé ce matin gris de novembre, dans la chambre 304 de l'hôpital Saint-Bernard, à Lyon. Il a prononcé chaque syllabe avec la précision froide de celui qui délivre des rapports techniques, pas des sentences de mort. Mais ce n'est pas le diagnostic qui m'a transpercé, c'est le sourire de mon mari. Adrien était assis près du lit, les mains croisées sur les genoux, le visage composant ce masque de douleur partagée qu'il a toujours su si bien porter. Quand le médecin est sorti, il s'est levé lentement, a marché jusqu'à la fenêtre et est resté là, regardant la Saône en contrebas, les eaux sombres reflétant les lumières du vieux Lyon. J'ai cru qu'il allait pleurer. Il a souri, juste une seconde. Un sourire petit, retenu, mais indéniable. Le genre de sourire qu'on affiche quand on reçoit enfin la nouvelle qu'on attendait. Il avait 45 ans. Moi, 56. Nous nous sommes mariés il y a 7 ans, lors d'une cérémonie discrète dans le vieux Lyon, entouré d'amis qui disaient que nous formions un couple improbable. Lui, charmant et encore jeune, moi, veuve et absorbée par mon travail de restauration de tapisseries historiques. Adrien prétendait être tombé amoureux de mon intelligence, de ma façon de reconstruire des siècles d'histoire avec du fil et des aiguilles. J'y ai cru. J'ai voulu y croire. Mais là, dans cette chambre froide et aseptisée, alors qu'il tournait son visage vers moi en feignant l'inquiétude, j'ai compris que j'avais passé 7 ans à dormir aux côtés d'un homme qui ne m'avait jamais aimé. Il avait aimé l'appartement historique où nous vivions, les comptes bancaires joints, les œuvres d'art héritées de ma famille, les actions Monclar & Fils qui généraient des dividendes généreux chaque trimestre. Il avait tout aimé, sauf moi. Je suis restée allongée, immobile, sentant le poids du silence entre nous. Ma respiration était faible, mon corps épuisé, mais mon esprit n'avait jamais été aussi affûté. J'ai commencé à assembler les pièces. Les voyages soudains qu'il faisait seul, les appels qu'il prenait hors de l'appartement, le prénom qu'il avait laissé échapper une nuit, dans son sommeil. Margot. Je n'ai jamais posé de questions. J'ai pensé que certaines vérités faisaient trop mal pour être confirmées. Mais maintenant, avec 10 jours à vivre, les vérités ont cessé de faire mal. Elles existaient, simplement. Adrien est revenu près du lit et a pris ma main. La sienne était chaude, ferme, parfaite. La mienne, tremblante et glacée. Il a dit qu'il devait rentrer chercher quelques affaires, qu'il reviendrait vite. J'ai acquiescé, sans force pour parler. Il a embrassé mon front, un baiser mécanique, répété. Et il est sorti. J'ai entendu ses pas dans le couloir, pressé, presque impatient. Il n'est pas revenu cet après-midi-là, ni le soir. C'est alors que Capucine est entrée dans la chambre. Elle était l'infirmière du service de nuit, une femme de 39 ans aux yeux fatigués et aux mains calleuses, de celles qui travaillent trop pour trop peu. Elle a changé ma perfusion, ajusté les oreillers, demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je l'ai observée longuement. Il y avait quelque chose en elle qui me rappelait moi-même, des décennies plus tôt. Une femme qui se battait seule, qui portait le poids du monde sur ses épaules sans jamais demander d'aide. Je lui ai demandé de s'asseoir. Elle a hésité, regardé vers la porte, mais a fini par tirer la chaise près du lit. J'ai parlé lentement, chaque mot lourd comme du plomb. Je lui ai parlé d'Adrien, du sourire, des 7 années de mensonges déguisés en amour. Je lui ai parlé de l'appartement, des comptes, des actions, de tout ce qu'il espérait hériter dès que je fermerais les yeux pour la dernière fois. Capucine n'a rien dit, elle a juste écouté, avec cette attention silencieuse de celle qui connaît la trahison. Puis, j'ai fait ma proposition. J'ai dit qu'il y avait une boîte métallique cachée dans l'appartement avec des documents qu'Adrien n'avait jamais vus. D'anciennes procurations, des testaments périmés, des contrats qu'il pensait connaître. J'ai expliqué que si elle faisait exactement ce que je lui demandais, tout changerait. Pour elle, pour moi, pour lui. Capucine m'a regardée comme si elle était face à une folle. Elle a demandé si j'étais sûre de ce que je disais. J'ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûre de ma vie. Elle est restée silencieuse un moment qui a semblé éternel, les mains tremblant légèrement. Puis, elle a hoché la tête. Les jours suivants,
tout a changé. Adrien a commencé à venir plus souvent à l'hôpital, mais pas pour moi. Il venait pour être vu, pour que les infirmières, les médecins, les visiteurs occasionnels témoignent de sa dévotion de mari. Il apportait des fleurs qui fanaient vite, parlait à voix haute de combien c'était difficile de me voir ainsi, tenait ma main tout en vérifiant discrètement son téléphone. Il était parfait, convaincant. Un acteur talentueux jouant le rôle de sa vie. Mais moi aussi, je jouais. Je feignais la faiblesse pendant que mon esprit travaillait chaque détail. Capucine suivait le plan à la lettre. Elle entrait dans la chambre pendant les visites, notait tout ce qu'Adrien disait, observait chaque mouvement. Le soir, quand il partait, elle revenait et me racontait. Les appels qu'il passait dans le couloir, la femme qui l'attendait parfois à l'entrée de l'hôpital. Margot, jeune, élégante, impatiente. Les plans qu'il échafaudait à voix basse, pensant que personne n'écoutait. Une de ces nuits, Capucine m'a apporté quelque chose d'inattendu. Une copie d'un document qu'Adrien avait signé 3 mois plus tôt, chez un notaire à Paris. C'était une procuration large, irrévocable, lui donnant le contrôle total de tous mes biens en cas de décès ou d'incapacité. Il avait tout planifié, chaque étape. Je n'en avais jamais rien su. Il avait falsifié ma signature avec une perfection troublante. Il s'était probablement entraîné pendant des mois, copiant mes carnets de notes, mes reçus, mes anciennes lettres. J'ai regardé ce papier et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. De la colère. Pas la colère explosive, bruyante. La colère froide, calculée, qui transforme les victimes en stratèges. J'ai demandé à Capucine de m'apporter mon ordinateur portable, qui était à la maison. Elle a hésité, mais l'a fait. Cette nuit-là, assise dans le lit d'hôpital, les doigts tremblants sur le clavier, j'ai commencé à défaire 7 ans de pièges. J'ai accédé au compte bancaire, transféré des montants, modifié les bénéficiaires, envoyé des courriels à d'anciens avocats expliquant la situation, joignant les preuves, rédigé un nouveau testament, valide, attesté, incontestable. Et j'ai nommé Capucine comme mon héritière universelle. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'elle le méritait. Parce qu'elle avait eu le courage de rester aux côtés d'une inconnue quand il aurait été plus facile de détourner le regard. Adrien n'a jamais rien soupçonné. Pour lui, je dépérissais simplement, respectant le délai fixé par le médecin. Il planifiait déjà les funérailles, choisissait déjà les fleurs, répétait déjà le discours du veuf dévasté, imaginait déjà Margot à ses côtés, vivant dans l'appartement du Vieux Lion, portant les bijoux de ma grand-mère. Mais j'avais d'autres projets. Et peut-être vous demandez-vous maintenant comment je suis encore là, à raconter cette histoire, alors que je n'aurais dû avoir que 10 jours à vivre. Peut-être vous demandez-vous ce qui s'est passé quand ce délai est arrivé à terme. Ce qu'Adrien a fait en réalisant que je n'étais pas morte. Ce que Capucine a découvert qui a tout changé. Et comment un sourire dans une chambre d'hôpital s'est transformé en la plus grande défaite de la vie d'un homme. Si vous voulez savoir comment une femme au bord de la mort a réussi à réécrire sa propre histoire, restez avec moi. Parce que ce n'est que le début. Et ce qui vient ensuite va vous montrer que certaines vengeances n'ont pas besoin de cris. Elles ont juste besoin de silence, d'intelligence et de temps. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, si vous aussi vous avez déjà eu l'impression d'avoir été sous-estimé ou trompé par quelqu'un de proche, laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne parce que vous voudrez savoir comment tout cela se termine. Je vous promets que ça en vaut la peine. Le 11e jour arriva comme une gifle silencieuse. J'ouvris les yeux ce matin-là avec une clarté brutale, presque insultante. Mon corps était faible, certes, mais mon cœur battait encore. Mes poumons se remplissaient d'air. Mon esprit fonctionnait avec une précision chirurgicale. J'étais vivante. Et Adrien ne s'y attendait absolument pas. Il entra dans la chambre vers 9 heures, portant un costume sombre qu'il réservait d'habitude aux événements importants. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son visage soigneusement rasé. Il sentait le parfum cher qu'il avait acheté avec ma carte de crédit 6 mois auparavant. Quand il me vit assise dans le lit, les yeux ouverts, une expression de surprise traversa son visage avant qu'il ne la remplace rapidement par un sourire soulagé, presque convaincant.
Isabelle, tu es réveillée. Dieu merci. » Sa voix tremblait légèrement, comme s'il improvisait un texte qu'il n'avait pas préparé. Il s'approcha, posa sa main sur mon épaule avec une douceur calculée. Je ne bougeais pas. Les médecins disaient 10 jours, mais je savais que tu étais plus forte. Je l'ai toujours su. Menteur. Le mot restait coincé dans ma gorge, acide et brûlant, mais je le gardais pour moi. Je me contentais de hocher la tête, faiblement, comme une mourante reconnaissante. Il fallait qu'il continue de croire que j'étais fragile, sans défense, à sa merci. Il fallait qu'il pense que son plan fonctionnait encore, que la fortune qu'il convoitait était toujours à portée de main. Le docteur Mercier arriva quelques minutes plus tard, accompagné d'une interne aux yeux fatigués qui tenait un dossier épais sous le bras. Il examina mes constantes vitales avec une attention méticuleuse, vérifia mes analyses sanguines récentes, consulta les graphiques de surveillance, puis fronça les sourcils d'une manière qui trahissait plus de confusion que de satisfaction. Il retira ses lunettes, les nettoya lentement, comme s'il cherchait à gagner du temps pour comprendre ce qu'il voyait. « C'est remarquable, Madame Monclar », finit-il par dire, sa voix teintée d'incrédulité professionnelle. « Votre corps répond mieux que prévu. Beaucoup mieux, en fait. Les marqueurs que nous avions identifiés comme critiques se sont stabilisés. Certains ont même diminué de façon significative. Nous devons refaire des examens approfondis, bien sûr, mais il semblerait que le pronostic initial était peut-être trop pessimiste. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien pâlit. Juste une seconde. Juste assez pour que je le remarque. Pour que je voie la couleur quitter son visage comme l'eau s'échappe d'un vase brisé. Il se ressaisit vite, trop vite, serra ma main un peu trop fort et déclara avec un enthousiasme qui sonnait faux « C'est une excellente nouvelle, une nouvelle merveilleuse. Je savais qu'elle allait s'en sortir. Je l'ai toujours su. » Mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux étaient occupés à calculer, à recalculer, à évaluer les implications de cette survie imprévue qui bouleversait tous ses plans si soigneusement établis. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, cherchant comment ajuster sa stratégie face à ce contretemps inattendu. Quand nous fûmes seuls, il s'assit au bord du lit avec une lenteur étudiée et me regarda avec cette expression qu'il utilisait autrefois pour me séduire. Un mélange savamment dosé de tendresse et de vulnérabilité. C'était le visage qu'il m'avait montré lors de notre première rencontre, dans cette galerie d'art du Vieux Lyon où j'exposais mes restaurations. Le même masque qu'il avait porté pendant 7 ans. « Tu m'as fait peur, mon amour », murmura-t-il en prenant ma main, la portant à ses lèvres dans un geste qui aurait pu sembler romantique si je n'avais pas su ce qu'il cachait. « J'ai cru te perdre. Ces derniers jours ont été un cauchemar. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. L'idée de vivre sans toi était insupportable. » Chaque mot était un mensonge soigneusement emballé. Je le savais. Capucine me l'avait confirmé. Pendant que je luttais pour ma vie dans cette chambre d'hôpital, Adrien passait ses soirées dans des restaurants avec Margot, planifiant leur avenir avec mon argent, visitant déjà des agences immobilières dans le sud de la France. « Nous devons penser à l'avenir maintenant », continua-t-il, sa voix prenant ce ton pratique qu'il employait quand il voulait aborder des questions d'argent sans paraître intéressé. « Tu as eu une deuxième chance, Isabelle, et nous devons nous assurer que tout est en ordre, au cas où. Les papiers, les comptes, l'appartement, tes œuvres. Je peux m'en occuper pour toi, pour que tu n'aies pas à te soucier de rien. Tu as besoin de repos, de te concentrer sur ta guérison. Laisse-moi gérer le reste. Voilà. » Le masque tombait, lentement, mais sûrement. Il ne pouvait pas s'empêcher de pousser, de presser, de chercher à sécuriser ce qu'il considérait déjà comme son dû. L'appât de l'argent était trop fort, la tentation trop grande. Il avait attendu 7 ans. Il ne voulait pas attendre davantage. Je le regardais longuement, laissant le silence s'étirer entre nous comme un fil invisible. Puis, je murmurai d'une voix cassée, parfaitement calibrée pour sonner faible et résignée. « Peut-être. Laisse-moi me reposer un peu. On en reparlera plus tard. » Il parut satisfait, presque triomphant. Il m'embrassa le front avec cette tendresse feinte qui me donnait envie de vomir, puis se leva et sortit de la chambre, probablement pour appeler son avocate ou Margot, ou les deux. Je l'imaginais dans le couloir,
le téléphone collé à l'oreille, chuchotant des plans, ajustant ses stratégies maintenant que le calendrier de ma mort avait été reporté. Capucine entra dès qu'elle fut certaine qu'il était parti. Elle ferma la porte doucement derrière elle, vérifia le couloir par la petite fenêtre, puis s'approcha de mon lit avec un dossier sous le bras et une expression qui mêlait soulagement et détermination. « Tout est prêt », dit-elle à voix basse, ses yeux scrutant mon visage pour s'assurer que j'allais bien. Le notaire confirme que le Nouveau Testament est parfaitement valide. Maître Beaumont a vérifié chaque clause, chaque formulation. Les transferts ont été effectués hier soir, juste avant minuit. Toutes les procurations qu'il avait, toutes celles qu'il pensait avoir, sont maintenant caduques, sans valeur juridique. Légalement, il ne peut plus rien toucher sans votre autorisation explicite et écrite. Je fermai les yeux un instant, sentant un poids immense se soulever de ma poitrine. C'était comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une, me libérant d'une prison que je n'avais même pas réalisé que j'habitais. Pendant des jours, j'avais travaillé dans l'ombre, depuis ce lit d'hôpital, utilisant chaque moment où Adrien était absent pour démonter méticuleusement les pièges qu'il avait posés autour de moi avec tant de soin. J'avais contacté Maître Beaumont, un notaire de Lyon que je connaissais depuis des années, un homme discret et efficace qui avait géré les affaires de ma famille pendant des décennies. Je lui avais tout expliqué lors d'un appel téléphonique qui avait duré presque 2 heures. Il n'avait posé aucune question inutile, aucun jugement moral. Il avait simplement écouté, pris des notes, puis agi avec la précision d'un chirurgien. « Il y a autre chose », ajouta Capucine en sortant une enveloppe de son sac. « Vous m'aviez demandé de surveiller ses mouvements. Hier soir, je l'ai suivi quand il a quitté l'hôpital. Il est allé directement chez Margot. Elle habite un appartement près de la place Bellecour, au 4e étage d'un immeuble haussmannien. Ils sont restés ensemble jusqu'à tard dans la nuit. J'ai pu entendre une partie de leur conversation depuis la cage d'escalier. Elle hésita, comme si elle n'était pas sûre de devoir continuer. Je lui fis signe de poursuivre. Elle prit une profonde inspiration. Ils parlèrent de vous, de combien de temps vous alliez encore tenir, même avec cette rémission inattendue. Margot voulait savoir si vous aviez fait un testament récent. Adrien lui a assuré que tout était sous contrôle, qu'il avait les procurations nécessaires, que dès que vous ne seriez plus là, tout leur reviendrait. Elle a ri, Isabelle. Elle a ri en parlant de redécorer l'appartement, de vendre les tapisseries qu'elle trouvait démodées, d'organiser des soirées dans votre atelier. Ma mâchoire se serra. Une rage froide, méthodique, commença à se déployer dans mes veines comme de la glace. Capucine me regardait avec inquiétude, mais je lui souris. Un sourire calme, presque serein. « Parfait », dis-je simplement. Maintenant, nous savons exactement qui ils sont, tous les deux. Les jours suivants furent étranges, presque surréalistes. Adrien continuait à venir chaque matin, jouant le mari dévoué avec une constance impressionnante. Il apportait des magazines que je ne lisais pas, des fruits que je ne mangeais pas, des fleurs qui commençaient à faner avant même qu'ils ne repartent. Il posait des questions subtiles sur mes finances, mes projets, mes volontés pour l'avenir. Il tournait autour du sujet comme un prédateur patient, cherchant l'ouverture parfaite pour frapper. Je répondais par des banalités soigneusement choisies, des phrases vagues qui ne l'engageaient à rien, mais qui semblaient prometteuses. « Oui, nous devrons en discuter bientôt. Tu as raison, il faut penser à organiser tout ça. Laisse-moi juste reprendre un peu de force. » Chaque réponse était conçue pour le maintenir dans l'espoir, pour l'empêcher de devenir suspicieux ou désespéré. Il commençait à s'impatienter. Je le voyais dans la tension de sa mâchoire, dans la façon dont il tapotait nerveusement son téléphone quand il pensait que je ne regardais pas, dans les coups d'œil furtifs qu'il jetait à sa montre. Le temps qui passait sans que je meure était un problème pour lui, une variable qu'il n'avait pas prévue dans son équation parfaite. Un après-midi, alors qu'il était sorti pour déjeuner, prétendument seul, mais probablement avec Margot, Capucine m'apporta une information qui changea la donne. Elle entra dans la chambre avec un air troublé, referma la porte derrière elle et s'approcha rapidement de mon lit. « J'ai entendu quelque chose », dit-elle à voix basse, jetant un regard nerveux vers la porte. Il y a une demi-heure, dans le couloir près de l'ascenseur. Adrien parlait au téléphone. Il ne m'a pas vu, j'étais dans la salle de soins. Il parlait à quelqu'un,
Je suppose que c'était Margot. Et il disait qu'il devait accélérer les choses. Qu'attendre était trop risqué maintenant que vous alliez mieux. Il a mentionné quelque chose sur le fait de s'assurer que les médicaments à domicile soient bien dosés. Mon sang se glaça. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne sais pas exactement, » admit Capucine, visiblement perturbée. Mais le ton qu'il utilisait. « Isabelle, je crois qu'il envisage d'intervenir, de faire en sorte que votre santé se dégrade à nouveau. » Nous restâmes silencieuses un long moment, le poids de cette révélation planant entre nous. Ce n'était plus simplement un homme cupide attendant passivement un héritage. C'était quelqu'un prêt à franchir une ligne bien plus sombre. « Il faut que je sorte d'ici, » dis-je finalement. « Il faut que je rentre à la maison, maintenant. » Capucine hocha la tête, comprenant immédiatement. « Je vais parler au docteur Mercier. Avec l'amélioration de votre état, il n'y a aucune raison médicale de vous garder ici plus longtemps. Vous pouvez continuer les soins à domicile. » Le lendemain matin, je demandai officiellement à voir Adrien en privé. Il arriva rapidement, presque trop rapidement, comme s'il sentait qu'une opportunité se présentait. Je lui annonçai que je voulais rentrer à la maison, que l'hôpital me déprimait, que les murs blancs et l'odeur de désinfectant me donnaient l'impression d'être déjà morte, que si je devais me rétablir ou passer mes derniers jours, je voulais le faire entouré de mes souvenirs, de mes tapisseries, dans l'appartement qui avait été mon refuge pendant tant d'années. Son visage s'illumina, un vrai sourire, pour la première fois depuis des semaines. « Bien sûr, mon amour, c'est une excellente idée. Je vais tout organiser. Nous serons de retour chez nous demain. » Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que rentrer à la maison faisait partie intégrante de mon plan. Parce que dans cet appartement, dans cette boîte de métal qu'il n'avait jamais trouvée malgré ses recherches discrètes, cachée derrière une plainte décellée dans mon atelier de restauration, se trouvaient tous les documents dont j'avais besoin pour le détruire complètement. Les preuves de ses mensonges accumulés sur 7 ans. Les relevés bancaires qu'il croyait avoir effacés, mais que j'avais copiés et archivés. Les messages qu'il avait échangés avec Margot depuis 3 ans, récupérés grâce à un expert en informatique que Maître Beaumont m'avait recommandé. Les photos de leurs escapades romantiques financées par mon argent. Les reçus de bijoux achetés pour elle avec ma carte de crédit. Tout. Nous quittâmes l'hôpital un vendredi matin, sous un ciel gris typique de novembre à Lyon. Adrien conduisait ma voiture, une Mercedes que j'avais achetée 5 ans auparavant, avec une décontraction étudiée. Il souriait, détendu, presque jovial. Il parlait de l'avenir avec une légèreté qui aurait pu sembler touchante si je n'avais pas su ce qu'elle cachait. « Nous allons prendre soin de toi à la maison », disait-il en conduisant à travers les rues de Lyon. « Je vais m'assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin, les meilleurs soins, les meilleurs traitements. Nous allons te remettre sur pied, tu verras. » Je l'écoutais en silence, regardant Lyon défiler par la fenêtre, ses ruelles pavées chargées d'histoire, ses traboules secrètes qui avaient abrité des générations de Lyonnais, ses façades ocre et roses qui captaient la lumière grise de novembre. Cette ville m'avait vu naître il y a 56 ans. Elle m'avait vu grandir, apprendre mon métier, tomber amoureuse pour la première fois, perdre mon premier mari dans un accident de voiture, me reconstruire lentement. Elle m'avait vu rencontrer Adrien et croire naïvement que j'avais trouvé une seconde chance d'être heureuse. Maintenant, elle allait me voir gagner. Quand nous arrivâmes à l'appartement, Capucine nous attendait déjà sur le trottoir, comme convenu. Je lui avais donné une clé quelques jours plus tôt, sous prétexte qu'elle pourrait venir m'aider avec les soins à domicile, changer mes pansements, surveiller mes médicaments. Adrien parut légèrement surpris de la voir là, mais ne dit rien. Il était trop concentré sur le fait de me ramener à l'intérieur, de m'installer confortablement. Il m'aida à monter les escaliers lentement, son bras autour de ma taille, jouant parfaitement le rôle du mari attentionné. Une voisine du 2e étage nous croisa et lui adressa un sourire compatissant. « Quel homme dévoué vous avez, Madame Monclar » dit-elle avec admiration. Adrien répondit avec une modestie feinte qui me donna envie de rire. Une fois à l'intérieur, il m'installa dans le salon, sur le canapé près de la fenêtre qui donnait sur la Saône. Il m'apporta une couverture en cachemire, celle que j'aimais particulièrement, ajusta les coussins derrière mon dos, me servit du thé dans ma tasse préférée. Le mari parfait, l'homme idéal.
Si seulement les apparences n'étaient pas si trompeuses. Capucine s'affairait discrètement dans la cuisine, préparant je ne sais quoi, nous laissant seuls. Adrien s'assit en face de moi, dans le fauteuil où il aimait lire le journal le dimanche matin, et me regarda avec cette expression satisfaite de quelqu'un qui pense avoir tout sous contrôle. C'est à ce moment que je décidai de frapper. « Adrien », dis-je calmement, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Nous devons parler, de nous, de Margot et de tout ce que tu as fait. » Le silence qui suivit fut absolu. Le genre de silence qui précède les tremblements de terre, quand même les oiseaux cessent de chanter. Son visage se figea comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pause. Ses yeux cherchèrent les miens, essayant désespérément de comprendre ce que je savais, ce que je ne savais pas, combien de temps il lui restait avant que tout son château de cartes ne s'effondre. Il ouvrit la bouche pour parler, pour nier probablement, pour mentir encore une fois avec cette aisance qui l'avait si bien servi pendant 7 ans. Mais je levai la main et l'arrêtai net. « Ne dis rien, pas encore. Parce que ce que tu vas entendre maintenant va changer ta vie pour toujours. Et rien de ce que tu pourras dire ne changera ce qui va se passer ensuite. » Adrien resta immobile, debout au milieu du salon, les mains tremblantes le long du corps. Son visage avait perdu toute couleur, comme si le sang s'était retiré d'un seul coup, laissant derrière lui une pâleur cadavérique. Il cherchait ses mots, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il ne contrôlait plus la situation. Et cette impuissance le terrifiait visiblement. Je me redressai légèrement dans le fauteuil, sentant une force inattendue circuler dans mes veines. C'était comme si chaque mensonge qu'il avait prononcé, chaque trahison qu'il avait commise, se transformait maintenant en énergie pure qui me nourrissait. Capucine était debout près de la fenêtre, les bras croisés, observant la scène avec une intensité silencieuse. Elle savait ce qui allait se passer. Nous avions tout préparé ensemble, répété chaque mot, anticipé chaque réaction, planifié chaque révélation avec la précision d'une chorégraphie. « Assieds-toi !» lui ordonnai-je calmement, mais avec une autorité que je ne me connaissais pas. Adrien hésita, ses yeux faisant des allers-retours entre moi et la porte, comme s'il calculait ses chances de fuite. Puis il obéit, se déplaçant comme un automate, ses jambes le portant mécaniquement jusqu'au canapé. Il s'installa en face de moi, les genoux serrés, les mains crispées sur ses cuisses. Il ressemblait à un enfant pris en faute, attendant la sentence du directeur d'école. Mais il n'était pas un enfant. C'était un homme de 45 ans qui avait passé 7 années entières à me voler ma vie, morceau par morceau. « Il y a 3 mois, commençai-je, ma voix étonnamment ferme et claire. Tu es allé à Paris, pas pour affaires comme tu me l'avais dit, pas pour rendre visite à un ancien collègue. Tu es allé chez Maître Duchamp, un notaire du 8e arrondissement, pour signer une procuration. Une procuration que tu as présentée comme étant signée par moi, mais dont la signature était un faux. » Je marquai une pause, observant la sueur commencer à perler sur son front. « Tu as falsifié ma signature pour obtenir un contrôle total sur tous mes biens en cas de décès ou d'incapacité. Tu as passé des mois à t'entraîner, à copier mon écriture sur des brouillons que tu pensais avoir détruits. Tu as même volé d'anciennes lettres dans mon bureau pour perfectionner ton imitation. Tu as pensé que je ne le saurais jamais parce que tu comptais sur ma mort rapide, sur ce diagnostic terminal qui t'arrangeait si bien. Les mots tombaient dans le silence comme des pierres dans un lac, créant des ondes qui se propageaient dans toute la pièce. Mais je suis toujours là, Adrien. Je suis vivante et je sais tout, absolument tout. » Il ouvrit la bouche pour protester, ses lèvres tremblant pathétiquement, mais je levai de nouveau la main dans un geste qui ne tolérait aucune interruption. « Ne perds pas ton temps à nier. Ne me fais pas l'insulte de me prendre encore pour une idiote. » Capucine s'approcha alors et déposa sur la table basse entre nous une épaisse enveloppe Kraft, suivie d'une 2e, puis d'une 3e. Adrien les regarda comme si c'étaient des serpents venimeux prêts à le mordre. « Tout est là-dedans », continuai-je avec un calme glacial. « Dans la première enveloppe, les copies certifiées conformes de la procuration que tu as fait établir avec ma fausse signature. Dans la 2e, tous les relevés bancaires que tu as essayé de cacher, montrant les virements que tu as effectués vers le compte de Margot depuis 2 ans. 23 000 € au total, au cas où tu aurais perdu le compte.
Je vis ses yeux s'écarquiller légèrement à la mention du montant exact. Il n'avait pas réalisé que j'avais été si minutieuse. Dans la 3e enveloppe, poursuivis-je, les messages que tu as échangés avec Margot depuis 3 ans. 3 ans, Adrien. Pas quelques mois. 3 années complètes de mensonges, de rendez-vous secrets, de plans pour notre avenir. Non, pardon, pour votre avenir ensemble, construit sur mon cadavre encore chaud. Capucine déposa une 4e enveloppe. Et ici, les captures d'écran de vos conversations récentes. Celle où tu discutes avec elle de ce que vous allez faire de cet appartement. Où Margot dit qu'elle trouve mes tapisseries ringardes et qu'elle a hâte de les vendre pour acheter des meubles modernes. Où tu ris en disant que mes goûts sont ceux d'une vieille femme et que vous allez enfin pouvoir vivre comme des gens de votre génération. Chaque révélation était un coup de poignard précis. Adrien se tassait de plus en plus sur le canapé, son corps se recroquevillant comme si les mots le frappaient physiquement. Mais je n'avais pas terminé. Il y a aussi, ajoutai-je en désignant une 5e enveloppe, les preuves que tu as commencé à vendre certaines de mes tapisseries restaurées. Celles que je gardais dans l'atelier du sous-sol, celles auxquelles tu pensais que je ne faisais plus attention. Tu les as vendues discrètement à des collectionneurs privés, empochant l'argent sans jamais me le dire. 4 pièces en tout, 68 000 € que tu as fait disparaître. Le visage d'Adrien était maintenant d'une pâleur maladive. Ses mains tremblaient violemment. Il essaya de parler, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. « Isabelle, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Margot. Elle ne signifie rien pour moi. C'était juste une erreur. Un moment de faiblesse, une distraction stupide dont je me suis laissé emporter. » Il tendit la main vers moi dans un geste suppliant, cherchant une absolution que je n'avais aucune intention de lui accorder. L'argent, je voulais l'investir pour nous, pour notre avenir, pour te faire une surprise. Tu dois me croire. Une erreur ? Répétai-je, presque amusé par son audace désespérée, par sa capacité à mentir, même face aux preuves irréfutables. Adrien, tu m'as épousé pour mon argent. Tu l'as su dès le premier jour. Tu n'as jamais été amoureux de moi. Tu as été amoureux de mon compte en banque, de cet appartement, de mes œuvres d'art, de l'héritage familial des Monclar. Je me penchai légèrement en avant, mes yeux plantés dans les siens. Tu as joué le rôle du mari aimant pendant 7 ans, tout en planifiant minutieusement comment t'approprier tout ce que j'avais construit, tout ce que ma famille avait accumulé sur des générations. Tu as introduit Margot dans ta vie bien avant que je ne tombe malade. J'ai les reçus des hôtels où vous êtes allés ensemble il y a 2 ans. Les factures des restaurants où tu l'emmenais avec ma carte de crédit pendant que je travaillais tard dans mon atelier. Sa façade commençait à se fissurer complètement. Les larmes qu'il tentait de retenir, des larmes de peur, pas de remords, commençaient à briller dans ses yeux. Vous aviez déjà prévu ce que vous feriez de cet appartement avant même mon diagnostic, continuai-je implacablement. Margot avait déjà choisi les couleurs pour repeindre les murs. Tu avais déjà contacté des agents immobiliers pour évaluer la valeur de revente. Tu avais même calculé combien rapporteraient mes actions si tu les vendais immédiatement après ma mort. Je marquai une pause, laissant le poids de ces trahisons s'installer dans l'air épais du salon. Et le pire, Adrien, le pire de tout, c'est que tu as même envisagé d'accélérer le processus. Capucine t'a entendu au téléphone à l'hôpital, cette conversation sur les médicaments bien dosés. Tu allais vraiment le faire, n'est-ce pas ? Tu allais m'empoisonner lentement pour t'assurer que je meure avant de changer mon testament. Cette dernière accusation le fit se lever brusquement, le visage soudain durci par quelque chose de plus sombre que la peur. La panique cédait la place à une colère sourde, à une rage contenue qui avait probablement toujours été là, cachée sous le vernis du charme. « D'accord », cracha-t-il, sa voix devenant dure et métallique. « D'accord, tu veux la vérité ? Oui, je t'ai épousé pour ton argent. Oui, je ne t'ai jamais aimé. Comment pourrais-je aimer quelqu'un comme toi ? Une femme obsédée par des bouts de tissu poussiéreux, qui passe sa vie enfermée dans un atelier sombre à réparer des reliques du passé ? Tu es ennuyeuse, Isabelle. Mortellement ennuyeuse. Chaque jour passé avec toi était une torture. Ces mots étaient méconçus pour blesser, pour me faire mal, pour reprendre un semblant de contrôle dans une situation qui lui échappait totalement.
mais il glissait sur moi comme l'eau sur du verre. J'avais dépassé le stade où ses opinions pouvaient m'atteindre. « Margot est vivante, elle, » continua-t-il avec véhémence. « Elle est jeune, passionnée, excitante. Elle comprend ce que signifie profiter de la vie au lieu de s'enterrer dans le passé. Nous aurions été heureux ensemble si tu avais simplement eu la décence de mourir comme tu étais censé le faire. » Le silence qui suivit cette tirade était électrique. Capucine fit un pas en avant, choquée par sa cruauté, mais je lui fis signe de rester où elle était. Je voulais qu'Adrien continue, qu'il vide son sac, qu'il révèle enfin le monstre qu'il avait toujours été sous le costume d'homme civilisé. Il se mit à faire les 100 pas dans le salon, son calme factice complètement évaporé. « Qu'est-ce que tu veux alors? De l'argent? Tu veux que je te rembourse chaque centime? Je le ferai. Je trouverai un moyen. Mais ne détruis pas tout, Isabelle. Pense à ce que nous avons construit ensemble. Pense à notre réputation, à ce que les gens vont dire. » Je le regardais avec un calme glacial, presque clinique. « Nous n'avons rien construit, Adrien. Tu as pillé. Moi, j'ai survécu. Et maintenant, tu vas payer pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque nuit où tu es rentré à la maison en sentant son parfum. » Je me tournai vers Capucine. « Donne-lui le reste. » Capucine sortit une 6e enveloppe, plus épaisse encore que les précédentes, et la tendit à Adrien. Il la prit avec des mains qui tremblaient si fort qu'il faillit la laisser tomber. Il l'ouvrit maladroitement, déchirant presque le papier dans sa hâte nerveuse. Ses yeux parcoururent les premières lignes du document officiel, puis s'écarquillèrent d'horreur. La couleur quitta son visage si rapidement que je crus un instant qu'il allait s'évanouir. « Non !» murmura-t-il d'une voix étranglée. « Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir fait ça. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas... » « Si, le coupai-je fermement. C'est tout à fait légal. Et c'est définitif. » Il continua à lire, ses yeux balayant frénétiquement les pages, cherchant une faille. Une erreur, quelque chose qui pourrait invalider ce qu'il voyait. Mais il n'y en avait pas. Maître Beaumont avait fait un travail impeccable. « Tu as tout transféré ?» dit-il finalement, sa voix n'étant plus qu'un souffle incrédule. L'appartement, les comptes bancaires, les actions, les œuvres d'art, tout, absolument tout. « Oui, » répondis-je avec une satisfaction profonde. « L'appartement dans lequel nous sommes actuellement assis n'est plus à mon nom depuis 1 semaine. Les comptes bancaires que tu pensais contrôler ont été vidés et transférés. Les actions familiales Monclar ont été réattribuées à un nouveau bénéficiaire. Les œuvres d'art, y compris celles que tu n'as pas encore réussi à vendre, ont été légalement transférées. Même les tapisseries dans l'atelier, même les meubles que tu regardes en ce moment, même ce canapé sur lequel tu es assis. » Je marquai une pause pour laisser l'information pénétrer. « Les procurations que tu avais, celles que tu as obtenues frauduleusement avec ma fausse signature, sont maintenant caduques, sans aucune valeur juridique. Tu n'as plus aucun droit sur quoi que ce soit qui m'appartenait. Techniquement, même ce costume que tu portes a été payé avec ma carte de crédit il y a 6 mois. Il m'appartient donc à moi. » Adrien se laissa retomber sur le canapé, les documents froissés entre ses doigts, son corps affaissé comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il regardait dans le vide, les yeux vitreux, comme un homme qui vient de réaliser qu'il a tout perdu en 1 seule seconde, qu'une vie entière de calcul et de manipulation venait de s'effondrer devant lui. Puis, lentement, très lentement, son expression changea. La défaite et le choc laissèrent place à quelque chose de plus venimeux, de plus dangereux. Une lueur mauvaise s'alluma dans ses yeux. « Tu ne peux pas faire ça !» dit-il, sa voix retrouvant une certaine assurance, celle de quelqu'un qui pense avoir trouvé une échappatoire. « Je vais contester. Je vais tout contester devant les tribunaux, devant les notaires, devant qui il faudra. Tu es malade, Isabelle. Tu étais mourante il y a à peine 2 semaines. Tu n'étais clairement pas en état de prendre ce genre de décisions importantes. N'importe quel juge verra que tu as été manipulée, que tu n'avais pas toutes tes facultés mentales. Je prouverai que c'est elle qui t'a influencé. » Il pointa un doigt accusateur vers Capucine. « Une infirmière que tu connaissais à peine. Elle a profité de ta vulnérabilité, de ta confusion. Elle t'a convaincu de tout lui donner pendant que tu étais faible,
est malade. C'est de l'abus de faiblesse, de la captation d'héritage. Je gagnerai ce procès facilement. Je souris. Un sourire triste, presque compatissant, celui qu'on réserve à quelqu'un qui vient de montrer à quel point il comprend mal la situation. Manipulé? Par qui exactement? Par Capucine? Par mon notaire qui me connaît depuis 25 ans? Adrien, j'ai tous les documents médicaux nécessaires, signés par le docteur Mercier lui-même, attestant que j'étais parfaitement lucide, pleinement consciente et en possession de toutes mes facultés mentales au moment où j'ai signé ces actes de transfert. Je me penchai en avant, mon regard ne quittant pas le sien. J'ai des témoins multiples, le notaire, son clerc, 2 médecins indépendants qui ont certifié mon état mental. J'ai même des enregistrements vidéo de moi lisant et signant chaque document, expliquant clairement mes intentions et mes raisons. Tout a été fait dans les règles les plus strictes, précisément pour éviter le genre de contestation que tu envisages. Son visage se décomposa à nouveau. Et surtout, ajoutai-je, savourant chaque mot, j'ai ta procuration falsifiée. Celle que tu as fait établir à Paris avec une fausse signature. Celle que tu as utilisée pour commencer à déplacer des fonds sans mon autorisation. C'est un crime, Adrien. Un crime grave. Faux et usage de faux. Cela peut te coûter bien plus qu'une fortune. Cela peut te coûter ta liberté, entre 5 et 10 ans de prison selon le code pénal français. Le silence retomba, épais et suffocant comme une chape de plomb. Adrien me fixait avec une haine à peine contenue, ses mâchoires serrées si fort que je pouvais voir les muscles de son visage tressaillir. Mais il savait qu'il était piégé. Il n'avait plus de cartes à jouer, plus de mensonges crédibles à inventer, plus de charme à déployer pour se sortir de cette situation. Il était nu, exposé, complètement vaincu. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir », dis-je calmement, presque doucement. Margot a été contactée, pas par moi directement, mais par un détective privé engagé par Maître Beaumont. Il lui a posé des questions, de simples questions, très amicales. Et Margot, ta chère Margot qui t'attend si fidèlement, a parlé. Beaucoup parlé. Je vis la panique revenir dans ses yeux. Elle a raconté comment tu lui avais promis une vie de luxe après mon décès. Comment vous aviez déjà visité des propriétés dans le sud de la France. Comment tu avais déjà vendu certaines de mes affaires pour financer vos petites escapades romantiques. Et surtout, comment tu avais évoqué devant elle la possibilité de... Comment as-tu formulé ça déjà? Ah oui, accélérer le processus naturel si jamais je survivais trop longtemps à ton goût. Adrien se leva d'un bond, le visage déformé par la rage et la terreur. Elle ment, elle invente tout, tu ne peux pas la croire. Ces déclarations ont été enregistrées, poursuivis-je imperturbablement, légalement avec son consentement complet et éclairé. Elles font maintenant partie d'un dossier officiel. Et Margot, en réalisant qu'elle avait été utilisée autant que moi, qu'elle n'était qu'un pion dans tes manipulations, a accepté de témoigner contre toi. Elle est même plutôt motivée, je dois dire. Apparemment, elle est assez furieuse d'avoir gâché 3 ans de sa vie avec quelqu'un qui lui a fait des promesses qu'il ne pourra jamais tenir. C'était le coup de grâce. Adrien vacilla littéralement sur ses pieds, comme s'il venait de recevoir un coup physique. Toutes ses certitudes, tous ses plans si soigneusement élaborés, s'effondraient autour de lui comme un château de cartes dans une tempête. « Sors de chez moi », dis-je alors, ma voix douce mais inflexible comme de l'acier. « Prends tes affaires personnelles, uniquement tes vêtements et objets strictement personnels, et pars. Tu as exactement 1 heure. Après ça, je contacte la police et je dépose officiellement plainte pour falsification de documents, usage de faux, tentative de fraude aggravée et, si l'enquête le confirme, tentative d'empoisonnement. » Il ne bougea pas immédiatement. Il resta là, pétrifié, comme un homme au bord d'un précipice qui réalise qu'il n'y a aucune issue, aucun moyen d'éviter la chute. Son regard faisait le tour de la pièce, s'attardant sur les meubles, les tableaux, les objets qui représentaient la richesse qu'il avait crue sienne. Puis, ses yeux revinrent vers moi, et dans leur profondeur, je vis tout ce qu'il avait essayé de cacher pendant des années. La cupidité pure, le mépris profond, la froideur absolue d'un prédateur démasqué. « Tu vas le regretter »,
murmura-t-il finalement, sa voix basse et menaçante. Un jour, d'une manière ou d'une autre, tu vas le regretter amèrement. Je ne répondis pas. Je le regardais simplement quitter le salon d'un pas raide, monter l'escalier vers notre ancienne chambre. J'entendis des tiroirs s'ouvrir brutalement, des portes claquer avec violence, des objets tomber et se briser. Il cherchait quelque chose de valeur à emporter. J'en étais certaine, mais Capucine et moi avions déjà tout sécurisé. Les bijoux, les montres de luxe, les objets précieux avaient été déplacés dans un coffre-fort bancaire 3 jours auparavant. Puis, exactement 58 minutes plus tard, je regardais l'horloge, je l'entendis descendre l'escalier, traînant 2 valises qui cognaient contre chaque marche. Il traversa le salon sans me regarder, le dos raide, la mâchoire serrée. Il ouvrit la porte d'entrée avec une force excessive qui la fit claquer contre le mur. Puis, il sortit et disparut dans la rue, avalé par la nuit lyonnaise qui tombait déjà. La porte se referma derrière lui avec un son définitif qui résonna dans tout l'appartement. Capucine s'approcha lentement et posa doucement sa main sur mon épaule, un geste de réconfort et de solidarité. « C'est fini », dit-elle avec un soulagement évident, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion de ce qui venait de se passer. Mais je secouais la tête, mon regard toujours fixé sur la porte fermée. Non, pas encore. Pas tout à fait. Parce que ce que personne ne savait, pas même Capucine à cet instant précis, c'est que j'avais un dernier coup à jouer. Un coup que je gardais en réserve pour la fin, pour m'assurer définitivement qu'Adrien ne reviendrait jamais, qu'il ne chercherait jamais à se venger, qu'il comprendrait enfin, vraiment et complètement, ce que signifie perdre absolument tout ce que l'on tient pour acquis. Les semaines passèrent et ma santé continua de s'améliorer d'une manière que même le docteur Mercier avait du mal à expliquer. « C'est extraordinaire », répétait-il lors de chaque visite de contrôle. « Votre corps répond d'une façon que nous ne voyons que très rarement. Il semblerait que le pronostic initial était erroné. » Il ne comprenait pas. Personne ne comprenait vraiment. Mais moi, je savais. J'avais survécu parce que j'avais une raison de le faire. Parce qu'on ne meurt pas quand on a encore quelque chose à prouver. Parce que la colère, quand elle est dirigée avec précision, peut être le carburant le plus puissant qui existe. Capucine continuait de venir me voir régulièrement, même si elle n'était plus mon infirmière. Elle passait pour prendre le thé, pour parler, pour partager des moments de silence confortable. Nous étions devenus amies, d'une certaine manière. 2 femmes que la vie avait brisées et qui s'étaient reconstruites ensemble. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Lyon, je l'invitai à s'asseoir dans mon atelier. C'était une pièce que peu de gens avaient vue, mon sanctuaire personnel, rempli de tapisseries anciennes, d'outils de restauration, de fils multicolores suspendus comme des arcs-en-ciel figés. Capucine regardait autour d'elle avec émerveillement, touchant délicatement les tissus précieux, admirant le travail minutieux que chaque pièce représentait. « Vous savez, » commençai-je en m'asseyant près de la fenêtre, « quand j'ai appris que j'allais mourir, ma première pensée n'a pas été pour moi. Ça a été pour tout ça. » Je désignais les tapisseries autour de nous. Ces œuvres ont traversé des siècles, des guerres, des révolutions, des incendies. Elles ont survécu parce que quelqu'un, à chaque génération, a pris soin d'elles. Et je me suis dit que si je mourais maintenant, qui prendrait soin d'elles après moi? Certainement pas Adrien. Capucine s'assit en face de moi, attentive. « C'est pour ça que vous avez tout transféré à mon nom? Pour protéger votre travail ?» Je secouai la tête doucement. Non, enfin, pas seulement. Je la regardais droit dans les yeux. « Capucine, quand tu es entrée dans ma chambre d'hôpital cette première nuit, j'ai vu en toi quelque chose que je reconnaissais. Une femme qui se battait seule. Une femme qui ne demandait jamais d'aide. Une femme qui méritait mieux que ce que la vie lui avait donné jusqu'à présent. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Isabelle, je ne sais pas quoi dire. Vous m'avez sauvée. Vous m'avez donné une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. »« Non ?» la corrigeai-je fermement. « Tu t'es sauvée toi-même. Moi, je t'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. » Je marquai une pause. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. » Elle fronça les sourcils, légèrement inquiète. « Quoi donc ?»«
je me levai et me dirigeai vers le mur du fond de l'atelier. Je déplaçais une tapisserie représentant une scène médiévale, révélant un petit coffre-fort encastré dans la pierre. Je composai le code, ouvris la porte métallique et en sortis une enveloppe scellée. Je revins m'asseoir et la posai sur la table entre nous. Dans cette enveloppe, expliquai-je, il y a un document que j'ai rédigé il y a 15 ans, bien avant de rencontrer Adrien. C'est une lettre que j'avais écrite pour ma fille. Capucine resta bouche bée. Votre fille? Mais vous m'aviez dit que vous n'aviez pas d'enfant. Je n'en ai pas élevé, précisai-je, la voix tremblante. Mais j'en ai eu un, une fille. Je l'ai eue quand j'avais 19 ans, avec un homme qui m'a quittée avant même qu'elle ne naisse. J'étais jeune, seule, terrifiée. Je n'avais pas d'argent, pas de famille pour m'aider. Alors, j'ai fait ce que je pensais être la meilleure chose pour elle. Je l'ai confiée à l'adoption. Le silence dans la pièce était total. Capucine ne bougeait pas, ne respirait presque plus. Depuis ce jour, continuai-je, j'ai vécu avec ce poids, avec ce vide. J'ai construit ma carrière, j'ai restauré des centaines de tapisseries, j'ai essayé de réparer ce qui était cassé dans le monde, parce que je ne pouvais pas réparer ce qui était cassé en moi. Et puis, il y a quelques semaines, quand je savais que j'allais bientôt mourir, j'ai décidé de chercher, de savoir ce qu'elle était devenue, où elle était, si elle allait bien. Capucine resta immobile, ses mains crispées sur ses genoux. « Et vous l'avez trouvée ?» Je hochai la tête lentement, les larmes commençant à couler sur mes joues. « Oui, je l'ai trouvée. » Je poussai l'enveloppe vers elle. « C'est toi, Capucine. Tu es ma fille. » Le monde sembla s'arrêter. Capucine me regarda comme si j'avais parlé une langue étrangère. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient écarquillés de choc. « Non, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. Ma mère adoptive m'a toujours dit que ma mère biologique était morte, peu après ma naissance. C'est ce qu'on m'a raconté toute ma vie. »« Ils t'ont menti, » dis-je doucement. « Pour te protéger, peut-être. Pour faciliter l'adoption, certainement. Mais je suis là, je suis vivante, et je suis ta mère. » Je tendis la main vers l'enveloppe. Tout est là-dedans, les documents de l'adoption, mon nom complet, la date et le lieu de ta naissance, les lettres que j'ai écrites à l'agence d'adoption au fil des ans, leur demandant de te les remettre quand tu serais adulte. Ils ne l'ont jamais fait. Capucine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit lentement, en sortit les papiers jaunis, les lettres pliées et repliées 1000 fois. Ses yeux parcoururent les lignes, reconnaissant des dates, des noms, des détails qui correspondaient à ce qu'elle savait de sa propre histoire. Puis elle leva les yeux vers moi et dans son regard je vis tout. La confusion, la colère, la douleur, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas m'avoir cherché avant ? Parce que j'avais peur, avouai-je, peur que tu me détestes, peur que tu ne veuilles pas me connaître, peur de bouleverser ta vie. Mais quand j'ai appris que j'allais mourir, j'ai réalisé que je ne pouvais pas partir sans t'avoir rencontré, sans t'avoir regardé dans les yeux et dit que je suis désolée. Désolée de t'avoir abandonné. Désolée de ne pas avoir été là pour toi. » Capucine se leva brusquement, les papiers tombant de ses mains. Elle fit quelques pas vers la fenêtre, le dos tourné, les épaules secouées de sanglots silencieux. Je restai assise, n'osant pas bouger, lui laissant le temps de digérer cette révélation. Après ce qui sembla une éternité, elle se retourna. Ses yeux étaient rouges, son visage mouillé de larmes. « Quand vous m'avez choisi cette nuit-là à l'hôpital, » dit-elle d'une voix étranglée, « c'était parce que vous saviez ? Vous saviez déjà que j'étais votre fille ? » ?»« Oui, » admis-je. J'avais engagé un détective privé quelques semaines avant mon hospitalisation. Il m'avait retrouvée. Il m'avait donné ton nom, ton lieu de travail, tout. Quand je t'ai vu entrer dans ma chambre ce soir-là, j'ai su que c'était le destin qui nous réunissait. Alors j'ai saisi cette chance. J'ai créé ce pacte, non seulement pour me venger d'Adrien, mais aussi pour te donner ce que j'aurais dû te donner depuis le début. Une vie meilleure. Une chance. Capucine s'avança lentement vers moi et s'agenouilla devant ma chaise. Elle prit mes mains dans les siennes, les serra fort. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » dit-elle honnêtement.
Pas encore, c'est trop lourd, mais... Elle hésita, cherchant ses mots. Mais je veux essayer. Je veux apprendre à vous connaître, à comprendre, à construire quelque chose ensemble, même si c'est tard, même si c'est compliqué. Je pleurais ouvertement maintenant, toutes les années de culpabilité et de regret s'échappant de moi comme un barrage qui cède. C'est tout ce que je demande, murmurai-je. Une chance, juste une chance. Nous restâmes là, toutes les deux, mère et fille, réunies après 39 ans de séparation. Ce n'était pas un moment parfait. Ce n'était pas un happy ending hollywoodien. C'était juste deux femmes brisées qui essayèrent de recoller les morceaux. Les semaines suivantes furent étranges, difficiles, mais aussi étonnamment belles. Capucine venait souvent. Nous parlions pendant des heures, de son enfance, de mes regrets, de ce que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Elle me raconta sa vie, ses luttes, son fils de 15 ans qu'elle élevait seule, mon petit-fils, un garçon que je ne connaissais pas encore, mais que j'avais hâte de rencontrer. Et puis, un jour, elle me demanda de lui apprendre, de lui enseigner l'art de la restauration des tapisseries. « Je veux comprendre ce qui vous passionnait, » dit-elle. « Je veux apprendre ce que vous savez, pour que ça ne se perde pas. » Alors nous avons commencé, lentement, patiemment. Je lui ai montré comment examiner les fils usés, comment choisir les bonnes couleurs, comment réparer sans effacer l'histoire. Elle apprenait vite, ses mains habiles trouvant naturellement les bons gestes. Je voyais en elle un talent inné, comme si quelque chose dans notre sang se transmettait sans qu'on le sache. Un soir, alors que nous travaillions côte à côte sur une tapisserie du XVIIe siècle, Capucine posa soudain ses outils et me regarda. « Vous savez, dit-elle doucement, je pense que je commence à comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Avec Adrien, avec moi, avec tout. Vous n'avez pas voulu juste vous venger, vous avez voulu réparer, comme vous réparez ces tapisseries. Vous avez voulu restaurer ce qui avait été cassé. Je souris, sentant une paix profonde m'envahir pour la première fois depuis des années. Peut-être, répondis-je, ou peut-être que j'ai juste appris que certaines choses, même abîmées, valent encore la peine d'être sauvées. Aujourd'hui, presque 1 an plus tard, je suis toujours là, vivante, en bonne santé. Le cancer est en rémission complète, un miracle médical, selon le docteur Mercier. Mais je sais que ce n'est pas un miracle. C'est juste la vie qui m'a donné une seconde chance, parce que j'avais encore quelque chose à accomplir. Adrien n'est jamais revenu. Nous avons appris qu'il vivait quelque part dans le sud de l'Espagne, sous un autre nom, essayant de refaire sa vie loin de ses erreurs. Margot a témoigné contre lui lors du procès pour falsification de documents. Il a été condamné par contumace. Il ne reviendra jamais en France. Capucine et moi vivons maintenant ensemble dans l'appartement de Vieux-Lyon. Elle a quitté son travail à l'hôpital et travaille avec moi à temps plein, restaurant des tapisseries, perpétuant un savoir-faire ancestral. Son fils, Thomas, vient souvent après l'école. Il m'appelle grand-mère maintenant. Ce mot, si simple, résonne en moi comme la plus belle des symphonies. Parfois, quand je regarde autour de moi, les murs chargés d'histoire, les tapisseries que nous restaurons ensemble, Capucine qui rit en préparant le dîner, je me demande ce qui serait arrivé si les médecins avaient eu raison. Si j'étais vraiment morte après 10 jours, Adrien aurait tout pris. Capucine n'aurait jamais su qui j'étais. Et cette maison serait devenue un musée vide, dépouillé de son âme. Mais je suis là, et j'ai appris que parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal. C'est de reconstruire ce qu'ils ont essayé de briser. C'est de transformer la douleur en quelque chose de beau. C'est de prouver que même quand tout semble perdu, il reste toujours une chance de réparer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment exactement une trahison cesse d'être supportable et devient une raison de reprendre votre vie en main? Voilà. Vous connaissez maintenant mon histoire. Pas seulement ce qui m'est arrivé, mais ce que j'ai choisi de faire face à la trahison, face au mensonge, face à quelqu'un qui attendait ma mort comme on attend un héritage. Je sais que certaines d'entre vous, en m'écoutant, ont reconnu des fragments de leur propre vie. Peut-être pas exactement les mêmes circonstances, mais cette sensation,
Cette sensation de découvrir que la personne à vos côtés n'était jamais vraiment là pour vous, que les années que vous pensiez partager étaient, en réalité, une performance soigneusement mise en scène. Ce que je veux savoir maintenant, c'est ce que vous en pensez. Vraiment. Pas une réponse polie ou convenue, mais votre vérité. Auriez-vous fait la même chose que moi? Auriez-vous eu le courage de tout reprendre, de tout reconstruire, même quand on vous avait donné 10 jours à vivre? Ou auriez-vous choisi une autre voie, peut-être le pardon, peut-être la confrontation différente? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Chacune de nous porte son propre poids, ses propres batailles, ses propres cicatrices. Mais j'aimerais savoir comment mon histoire résonne en vous, ce qu'elle réveille, ce qu'elle apaise ou ce qu'elle questionne dans votre propre parcours. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment, de quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde vous avez décidé d'accorder quelques minutes de votre temps à mon récit. Cela me touche profondément de savoir que nous sommes reliés par ces histoires, par ces moments de vérité qui traversent les frontières et les générations. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de similaire, une trahison, une découverte brutale, un moment où vous avez dû choisir entre vous effondrer ou vous relever, racontez-le. Même brièvement, même en quelques mots, parce que vos histoires comptent autant que la mienne, peut-être même davantage, car elles sont vôtres, authentiques, vécues dans la chair et le cœur. Et si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'admiration ou simplement de la reconnaissance, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, parce qu'il y aura d'autres récits comme celui-ci, d'autres femmes qui ont refusé d'être des victimes, d'autres vies reconstruites morceau par morceau après que tout semblait perdu. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Même quand nous avons l'impression de l'être, même quand le monde semble nous avoir oubliés ou sous-estimés, il y a toujours quelqu'un quelque part qui comprend, qui a vécu la même chose, qui porte les mêmes blessures et les mêmes victoires silencieuses. Alors parlez-moi. Partagez avec moi. Dites-moi ce que vous ressentez après avoir entendu ce que j'ai traversé. Dites-moi si vous auriez agi différemment ou exactement de la même manière. Dites-moi simplement que vous êtes là, que vous m'avez écouté, et que peut-être, d'une certaine façon, nous nous comprenons. Je vous attends dans les commentaires, avec toute ma gratitude pour votre écoute, pour votre présence, pour cette connexion invisible mais bien réelle qui nous unit à travers ces mots, à travers cette histoire qui est maintenant aussi un peu la vôtre. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, merci de me rappeler que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais que vous méritez infiniment plus que ce que certains vous ont fait croire.